Vous êtes enfermé dans une cellule de pierre sous la plus grande arène jamais construite. Au-dessus de vous, 50 000 Romains viennent de regarder votre mari mourir en combattant un lion. La foule se retire. Les torches s'éteignent. Puis vous entendez des pas, lourds, délibérés, qui se rapprochent. Une ombre remplit l'embrasure de votre porte. C'est le gladiateur qui a survécu au massacre d'aujourd'hui. Il est couvert de sang qui n'est pas le sien. Un garde déverrouille votre cellule. Le gladiateur vous désigne. Ce n'est pas une scène d'un film d'horreur. C'était un mardi ordinaire dans l'Empire romain. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est la partie de l'histoire romaine qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Le cauchemar systématique, sponsorisé par l'État, qui se déroulait après le départ des foules. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté par les écrivains romains eux-mêmes, et les preuves sont littéralement gravées dans les murs sous le Colisée. Si vous restez jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais la Rome antique de la même façon. Hollywood vous ment sur les gladiateurs depuis des décennies. Gladiator, Spartacus. Ces films vous montrent le sang et le combat, l'honneur et la rébellion. Ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est ce qui se passait dans les heures qui suivaient la fin des Jeux, quand le spectacle public se transformait en quelque chose de bien plus sinistre. Je parle d'un système si dérangeant que les historiens modernes ont créé un nouveau terme latin pour le décrire, Victoria carnal, la victoire charnelle. Les Romains eux-mêmes ne l'appelaient jamais ainsi, car pour eux ce n'était même pas assez remarquable pour nécessiter un nom spécial. C'était juste normal. Voici ce que nous savons avec certitude. Des écrivains romains comme Martial, Juvénal et Sénèque ont documenté un monde où les femmes conquises étaient entreposées sous les arènes et distribuées comme des prix, pas métaphoriquement, littéralement remises comme des rations aux gladiateurs qui avaient bien performé. L'État romain, le gouvernement lui-même, exploitait ce système avec la même efficacité bureaucratique qu'il utilisait pour construire des aqueducs et des routes. Pensez-y. La même civilisation qui nous a donné le béton et le gouvernement représentatif a également perfectionné l'industrialisation de la violence sexuelle. Maintenant, descendons dans l'hypogée. Pour comprendre ce qui se passait dans ces chambres souterraines, vous devez d'abord comprendre comment Rome transformait les êtres humains en inventaire. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. C'était une déshumanisation systématique à l'échelle industrielle. Et ça commençait au moment où les légions romaines conquéraient un nouveau territoire. Quand Rome écrasait une rébellion en Gaule ou anéantissait une ville en Judée, il ne gagnait pas juste une bataille. Il traitait une population entière. C'était comme une chaîne de montage pour la souffrance humaine. Les hommes en âge de combattre envoyés mourir dans les mines ou les arènes, les enfants vendus au marché d'esclaves à travers l'Empire, les femmes désignées comme captivas, des prises de guerre appartenant à l'État. Voici où ça devient vraiment terrifiant. Selon la loi romaine, ces personnes n'étaient plus légalement humaines. Elles étaient classées comme raies, des choses, de la propriété, la même catégorie légale que les meubles ou le bétail. Une femme conquise n'avait pas plus de droit qu'une chaise. On pouvait lui faire n'importe quoi, et ce n'était même pas techniquement un crime. Parce qu'on ne peut pas commettre un crime contre un objet. Mais Rome ne déshumanisait pas les gens seulement par la loi. Il les déshumanisait par le spectacle. Les jeux n'étaient pas juste du divertissement. C'était du théâtre politique conçu pour dominer psychologiquement à la fois les conquis et les propres citoyens de Rome. Quand vous regardiez un chef germanique capturé combattre un lion, vous ne voyez pas juste un homme mourir. Vous regardiez Rome démontrer ce qui arrive à quiconque défie l'Empire. Et pendant l'accalmie de midi, quand l'élite partait déjeuner, c'est là que les choses devenaient vraiment sadiques. Les historiens appellent ça des charades fatales, des reconstitutions mythologiques où des prisonniers condamnés étaient forcés de jouer des mythes célèbres, sauf que les morts étaient réels. Le poète Martial, écrivant au 1er siècle après Jésus-Christ, décrit ces scènes avec un détachement dérangeant, comme s'il critiquait un restaurant. Il écrit au sujet d'un prisonnier déguisé en Orphée, le musicien légendaire qui pouvait charmer n'importe quelle créature avec son chant. Ils l'ont conduit dans l'arène avec une lyre. On lâchait un ours. Que cette fois la musique n'a pas fonctionné alors que l'ours déchiquetait l'homme à mort, pendant que 50 000 personnes mangeaient des dattes au miel. Martial décrit une femme forcée de reconstituer le mythe de Pasiphae qui s'était accouplée avec un taureau sacré. Pour cette prisonnière, cela signifiait être agressée publiquement par un animal devant des milliers de spectateurs jusqu'à ce qu'elle meure de ses blessures. Relisez ça. L'État romain avait conçu un système où des êtres humains étaient violés à mort par des animaux comme divertissement de midi. Ce n'était pas le fantasme malade d'un empereur fou.
C'étaient des décennies de procédures opérationnelles standards. Les sénateurs amenaient leurs enfants pour regarder. Les événements étaient annoncés sur les murs à travers la ville. Les vendeurs vendaient des collations. C'était l'environnement, cette machinerie industrialisée et bureaucratique de cruauté, qui traitait également les femmes conquises dans le système de récompense pour les gladiateurs. Ils étaient simultanément les membres les plus bas et les plus élevés de la société. Des esclaves avec moins de statut légal qu'un chien, mais des célébrités dont les visages apparaissaient sur les mosaïques et dont les noms étaient griffonnés sur les murs par des fans adorateurs. Les femmes de l'aristocratie étaient obsédées par eux. Des graffitis anciens de Pompéi appellent un gladiateur le soupir des filles et un autre la gloire des dames. Il y a des cas documentés de femmes nobles qui se glissaient dans les casernes des gladiateurs, payant des gardes pour des rencontres privées. Le gladiateur Sergius avait apparemment des liaisons avec plusieurs femmes patriciennes mariées, causant d'énormes scandales. Encore plus étrange, leur fluide corporel était marchandisé. La sueur de gladiateur était collectée après les combats, mélangée à de l'huile d'olive et vendue comme aphrodisiaque et traitement de beauté. Pensez à ce niveau d'adoration des célébrités. Ce sont des hommes réduits en esclavage, dont la transpiration est mise en bouteille et commercialisée auprès des classes supérieures. Mais Rome vivait dans la terreur constante de ces hommes. La rébellion de Spartacus, qui s'est produite en 73 avant Jésus-Christ, était gravée dans la mémoire culturelle romaine. 78 gladiateurs s'étaient échappés, avaient levé une armée de 70 000 hommes et avaient presque mis Rome à genoux. Pendant 2 ans, ils ont humilié légion après légion. Quand Rome les a finalement écrasés, ils ont crucifié 6 000 survivants le long de la voie appienne, un corps tous les 40 mètres sur 200 kilomètres. Une forêt de croix s'étendant de Rome à Capoue. Ce traumatisme n'a jamais quitté la psyché romaine. Chaque fois qu'un gladiateur prenait une épée, chaque laniste qui dirigeait une école de gladiateurs, chaque spectateur dans les gradins, ils se souvenaient tous que ces hommes avaient un jour été terriblement proches de brûler Rome jusqu'au sol. Alors, comment contrôlez-vous des hommes incroyablement dangereux, incroyablement précieux, qui ont des griffes légitimes et les compétences au combat pour agir sur eux? Vous utilisez une combinaison de punitions brutales et de récompenses calculées. Des rations de nourriture supplémentaires, de l'argent de prix, la liberté après assez de victoires, mais les sources font allusion à quelque chose d'autre, quelque chose de plus primal. L'accès aux femmes conquises. La documentation ici est frustrante et dispersée. Les écrivains romains le mentionnent en passant, comme si c'était trop évident pour l'expliquer en détail. Mais quand vous assemblez les références de Martial, Juvénal et des sources ultérieures, un schéma émerge. Après une victoire particulièrement impressionnante, particulièrement pendant les grands jeux financés par l'empereur ou de riches sénateurs, les gladiateurs qui survivaient et combattaient bien recevaient ce que les sources anciennes appellent vaguement les privilèges du vainqueur. Les historiens modernes, lisant entre les lignes et croisant les références avec ce que nous savons des récompenses militaires et de la gestion des esclaves, croient que cela signifiait souvent l'accès aux captives féminines détenues sous la reine. Le processus semble avoir été d'une froideur bureaucratique. Le gladiateur était amené dans l'hypogée, le vaste réseau souterrain sous le sol de l'arène. Toujours portant son armure, toujours couvert du sang et du sable de l'arène, un officiel du Ludu ou un administrateur de l'arène agissait comme escorte. Il marchait à travers des tunnels éclairés par des lampes à huile, passant devant les cages à animaux et les ascenseurs mécaniques, jusqu'à ce qu'ils atteignent une section spécifique de cellules de détention. Ce n'étaient pas des cellules de prison générale. Les preuves archéologiques de divers amphithéâtres à travers l'Empire, Capoue, Pompéi, même sous le Colisée lui-même, révèlent de petites chambres avec des caractéristiques distinctives. Des bancs de pierre, des anneaux de fer ancrés dans les murs à hauteur de taille et près du sol, des portes qui se verrouillent de l'extérieur. Certaines pièces montrent des preuves de chaînes montées en permanence dans l'architecture. Les femmes détenues dans ces cellules étaient appelées captivae damnati, captives de guerre condamnées. Elles avaient déjà été traitées par la bureaucratie de conquête de Rome. Leurs noms étaient enregistrés dans des registres par des officiels appelés commentarii qui suivaient la propriété de l'État. Chaque femme se voyait attribuer un numéro et une catégorie basée sur son origine. Germanica, Britannica, Partica. Le gladiateur se voyait montrer une rangée de cellules. Certains récits suggèrent qu'il pouvait choisir. D'autres impliquent que les femmes étaient simplement assignées, comme de l'équipement emprunté à un entrepôt. Dans tous les cas, un garde déverrouillait la cellule désignée
La femme était amenée dehors, où le gladiateur entrait. La porte était verrouillée à nouveau. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas décrit en détail explicite dans les sources survivantes, mais ça ne demande pas beaucoup d'imagination. L'architecture raconte l'histoire que les textes ne raconteront pas. Ce n'était pas un crime. Ce n'était même pas considéré comme moralement discutable par la plupart des Romains. C'était une partie du budget opérationnel des Jeux. La logistique de Victoria Carnalis était gérée par les mêmes administrateurs qui planifiaient les combats d'animaux et entretenaient l'équipement de l'arène. Du point de vue de l'État, ce système résolvait plusieurs problèmes élégamment. Il récompensait les gladiateurs loyaux à peu de frais. Les femmes conquises ne coûtaient rien à l'État, car elles étaient déjà classées comme butin de guerre. Il renforçait le sens du pouvoir et du privilège du gladiateur, sans lui donner de liberté ou d'autorité réelle. Et il envoyait un message à la fois aux gladiateurs et au peuple conquis. La victoire dans l'arène donnait le même droit que l'empereur, le pouvoir absolu sur les conquis. Un écrivain romain dont le nom est perdu mais dont le travail est cité par des historiens ultérieurs l'a dit sans détour. L'Empire réclame ses provinces, par droit de conquête. L'archéologie est accablante. Quand les archéologues ont d'abord excavé sous le Colisée au XIXe siècle, ils s'intéressaient principalement à l'ingénierie impressionnante, les systèmes d'ascenseurs qui soulevaient les animaux au niveau de l'arène, les tunnels complexes pour déplacer le personnel et l'équipement. Mais à mesure que les excavations continuaient, ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Des chambres spécialisées qui ne servaient aucun but logistique évident. Ces pièces sont petites, typiquement de 10 à 15 mètres carrés. Elles sont situées dans une section séparée de l'hypogée, loin des cages à animaux et des salles de préparation des gladiateurs. Leurs caractéristiques distinctives sont ce qui rend les archéologues modernes mal à l'aise. Des bancs de pierre longent les murs, mais contrairement aux bancs dans d'autres chambres, ceux-ci sont construits à une hauteur spécifique. Des anneaux de fer sont ancrés dans les murs à plusieurs hauteurs. Certains au niveau du sol, certains à hauteur de taille, certains plus haut. Les portes sont en bois lourd, renforcées de fer, et elles se verrouillent de l'extérieur. Les murs dans plusieurs chambres montrent des preuves de griffures, des ongles désespérés essayant de creuser à travers la pierre solide. L'historien romain Cassius Dion, écrivant au IIIe siècle après Jésus-Christ, mentionne que sous les grands amphithéâtres se trouvaient des chambres pour ceux qui attendaient leur utilisation. La formulation est délibérément vague, mais dans le contexte, il discute de la logistique des Jeux, spécifiquement la gestion des ressources humaines. Mais la preuve la plus dérangeante vient des graffitis. Dans l'hypogée sous l'amphithéâtre de Capoue, la même ville où Spartacus a lancé sa rébellion, les archéologues ont trouvé des marques de griffures sur les murs des cellules. Certaines sont en latin, d'autres dans des langues de tout l'Empire. La plupart sont fragmentaires, mais quelques-unes sont lisibles. L'une, écrite en latin grossier par quelqu'un qui n'était clairement pas un locuteur natif, se traduit approximativement par « J'étais Amélia des Brigantes, j'ai vu mes enfants tués et maintenant je ne suis rien ». Une autre, en ce qui semble être du celtique, a été traduite comme « À n'importe quel dieu qui écoute, laisse-moi mourir avant demain ». Ce ne sont pas les voix que l'histoire préserve typiquement. Les chroniques romaines nomment les empereurs et les généraux, suivent les victoires militaires et les réalisations architecturales. Elles n'enregistrent pas les noms des femmes conquises cataloguées comme propriétés. Mais les pierres se souviennent. L'architecture elle-même révèle quelque chose de crucial. Ce système était conçu pour l'efficacité et la répétition. Ce n'étaient pas des lieux d'agression improvisés. C'étaient des installations construites à dessein, entretenues avec des caractéristiques de conception spécifiques destinées à faciliter ce qui se passait à l'intérieur. Casernes de gladiateurs, installations pour animaux, stockage d'armes, chaque élément de l'infrastructure de l'arène était soigneusement planifié et standardisé à travers l'Empire. Les chambres de captives suivent le même schéma. C'était une infrastructure sponsorisée par l'État pour l'abus systématique. Certains historiens soutiennent qu'on ne devrait pas trop lire dans ces chambres, qu'elles auraient pu être utilisées à diverses fins, mais quand on combine l'architecture avec les références littéraires, le schéma de la culture militaire romaine et la logique de base sur la façon dont le système fonctionnait, l'image devient douloureusement claire. La partie la plus difficile de cette histoire. Ce que cela signifiait réellement pour les femmes piégées dans ce système. L'histoire est presque complètement silencieuse sur leurs expériences individuelles. Pas de journaux, pas de témoignages. Ce qu'on a, ce sont des registres qui les énumèrent comme des numéros et des inventaires de propriétés qui les décrivent comme du bétail. Femmes germaniques,
environ 20 ans, bonne santé, assignée à la détention du Colisée. Mais on peut reconstruire le cauchemar à partir de ce qu'on sait du processus de conquête. Ces femmes n'étaient pas des prisonnières aléatoires. Quand Rome conquérait une région qui résistait, disons pendant les guerres daciques ou la répression de la révolte britannique menée par Boudica, les conséquences étaient méthodiques. La procédure militaire romaine dictait qu'après la bataille finale, la population civile serait traitée. Les hommes en âge de combattre étaient tués ou réduits en esclavage pour le travail dur. Les enfants en dessous d'un certain âge étaient séparés et vendus au marché d'esclaves dans l'Est, où ils ne reverraient jamais leur patrie ou leur famille. Les femmes en âge de procréer étaient désignées comme captivées et transportées enchaînées vers des installations de détention. Pour une femme dans cette situation, le voyage vers l'arène était déjà une descente à travers de multiples cercles de l'enfer. Elle avait regardé son village brûler. Elle avait vu ses enfants arrachés de ses bras, criant. Elle avait été enchaînée à des dizaines d'autres femmes et marché des centaines de kilomètres jusqu'à Rome. Elle avait été dénudée, examinée comme du bétail, assignée un numéro et enfermée dans une cellule sous le plus grand monument de la civilisation qui avait détruit tout ce qu'elle connaissait. L'attente était sa propre forme de torture. Elle pouvait tout entendre. Le rugissement de la foule au-dessus, alors que des gens qu'elle aurait pu connaître étaient exécutés de manière créative pour le divertissement. Les cris des animaux massacrés. Les acclamations quand un gladiateur donnait un coup mortel particulièrement habile. Et elle savait qu'elle ne partirait jamais. Il n'y avait pas de système de rançon, pas d'échange de prisonniers. Rome ne négociait pas avec les conquis. Son peuple chez elle, s'il avait même survécu, ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Elle disparaîtrait simplement dans la machinerie de l'Empire. Puis venaient les pas. La porte de la cellule s'ouvrant, le choix étant fait, la porte se refermant et se verrouillant à nouveau avec elle du mauvais côté, avec un homme qui venait de passer l'après-midi à tuer des gens pour le divertissement. La loi romaine ne fournissait aucune protection. Elle ne pouvait pas faire appel aux magistrats parce que légalement elle n'était pas une personne. Elle ne pouvait même pas se suicider. L'une des rares échappatoires que la culture romaine voyait parfois avec respect. Parce que si elle y parvenait, elle priverait l'État de sa propriété. Et son corps serait quand même utilisé, juste différemment. C'était une guerre psychologique à l'échelle civilisationnelle. L'humiliation des femmes conquises n'était pas un effet secondaire de la politique militaire romaine. C'était une stratégie délibérée. L'objectif était de briser l'esprit de résistance si complètement que les générations futures n'oseraient même pas penser à défier Rome. Les sources anciennes rendent cela explicite. Après avoir écrasé la révolte juive en 70 après Jésus-Christ, l'historien Joseph rapporte que les Romains ont délibérément pris des femmes juives pour être distribuées parmi les légions et les jeux, spécifiquement pour démontrer aux survivants que non seulement ils avaient perdu leur souveraineté, mais qu'ils avaient perdu toute capacité de protéger leur famille. Le message était clair. Résistez à Rome, et voici ce qui arrive à vos filles. Mais parfois, ce système se brisait de façons inattendues. Malgré toute sa cruauté industrialisée, Rome était obsédée par le maintien de certaines fictions sur elle-même. L'Empire se voyait comme apportant la civilisation et l'ordre au monde barbare. Cette image de soi exigeait que certaines horreurs restent cachées. Un événement a forcé le système dans une visibilité inconfortable. Les gladiatrices féminines. En de très rares occasions, des femmes combattaient dans l'arène elle-même. Les sources anciennes sont contradictoires sur qui étaient ces femmes. Certaines étaient clairement des esclaves forcés de se battre, mais d'autres semblent avoir été des femmes nobles qui, dans une culture qui ne donnait aux femmes presque aucune agence, voyaient l'arène comme une forme perverse de pouvoir et de célébrité. L'existence même des gladiatrices scandalisait l'élite de Rome. Le satiriste Juvénal écrivait avec un mépris acerbe au sujet de femmes aristocratiques qui s'entraînaient avec des armes de gladiateurs, écrivant « Quel sens de la pudeur peut-on trouver chez une femme qui porte un casque ?» En 200 après Jésus-Christ, l'empereur Septime Sévère a assisté à des jeux à Antioche qui présentaient des combattantes féminines. Selon l'historien Cassius Dion, qui était présent, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public grec a réagi avec choc et malaise, traitant les combats avec la solennité qu'ils donneraient aux gladiateurs masculins. Mais les spectateurs romains, eux, ont hurlé, crié des commentaires sexuels et traité l'événement entier comme une blague obscène. Les combattantes féminines n'étaient pas vues comme des guerrières, elles étaient vues comme un spectacle sexuel, accidentellement placé dans un lieu destiné au combat à mort.
Sévère était apparemment mortifié, non pas par la violence elle-même, mais par la façon dont ses compatriotes romains ont réagi de manière si crue. La dignité des jeux, son outil de propagande, était sapée par l'incapacité du public à séparer la violence du sexe quand des femmes étaient impliquées. Alors il a interdit complètement aux femmes de combattre dans l'arène. Le problème n'était pas de protéger les femmes de la violence. Les captivets féminines étaient toujours détenues dans des chambres sous cette même arène. Le problème était que la violence était devenue trop visible, trop publique, d'une manière qui rendait l'image de soi de Rome inconfortable. L'empereur était d'accord avec l'abus. Il voulait juste que ça se passe dans l'ombre où ça avait sa place. L'abus n'a pas cessé après l'interdiction de Sévère. Il est juste retourné dans l'obscurité de l'hypogée où il avait toujours principalement opéré. Ce système ne s'est pas terminé avec un quelconque éveil moral. Les jeux ont continué pendant des siècles, même après que Rome se soit officiellement convertie au christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ. Les jeux de gladiateurs ont persisté pendant des décennies. Le dernier combat de gladiateurs enregistré s'est produit en 404 après Jésus-Christ, quand un moine nommé Télémaque a sauté dans l'arène pour arrêter un combat et a été déchiqueté par une foule indignée. Ce n'est qu'alors que l'empereur Honorius a interdit définitivement le combat de gladiateurs. Mais même cela n'a pas mis fin au système de captivité sous les arènes. L'infrastructure est restée. La pratique de prendre des captifs de guerre est restée une procédure militaire standard tout au long de la période byzantine. Le système a finalement disparu, non pas à cause du progrès moral, mais parce que l'Empire romain lui-même s'est effondré. La machinerie de conquête s'est arrêtée, l'approvisionnement en captifs s'est tari. L'institution est morte par manque de ressources, pas par évolution éthique. Aujourd'hui, quand les touristes visitent le Colisée, ils prennent des selfies devant des arches magnifiques et s'émerveillent devant l'ingénierie antique. Les guides touristiques parlent des combats de gladiateurs et des chasses aux animaux. La plupart ne mentionnent jamais ce qui se passait dans les chambres en dessous. Les pierres sont toujours là. Ces anneaux boulonnés dans les murs ne se sont pas rouillés. Les marques de griffures d'ongles désespérés sont toujours préservées sous des siècles de poussière. Les registres qui enregistraient les êtres humains comme des articles d'inventaire sont stockés dans les archives du Vatican et les musées à travers l'Europe, disponibles pour quiconque veut les lire. Pas quelques incidents isolés. C'était une politique. C'était une infrastructure. C'était normal. Le Colisée se dresse comme un monument à ce que l'Empire signifie réellement. Pas seulement la grande architecture et les victoires militaires célébrées, mais l'horreur industrialisée nécessaire pour maintenir le pouvoir absolu. Chaque pierre dans cette arène a été achetée avec plus que de l'argent. Elle a été achetée avec des vies délibérément détruites, de la manière la plus systématique que les humains aient jamais conçue. Le spectacle sur le sable n'était que la moitié que Rome voulait montrer. L'autre moitié se passait dans ses chambres souterraines, dans les moments après que le rugissement de la foule s'était estompé dans le silence. Ces voix, celles qui n'étaient pas censées être préservées, celles que les chroniqueurs romains ne pensaient pas valoir la peine d'enregistrer, sont toujours là dans ces murs. L'histoire qu'ils n'enseignent pas en classe d'histoire. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps. Si ce récit vous a éclairé sur notre histoire, abonnez-vous à Les Récits du Temps pour continuer à explorer les grands moments qui ont façonné le monde.